Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Questions égyptiennes. Aujourd'hui, nos questions égyptiennes et contrairement à ce que nous avons l'habitude de présenter, nos questions égyptiennes porteront sur un aspect social, sur un aspect environnemental. C'est le mois de Ramadan, c'est l'été, ce sont les vacances pour certains. Et donc, mettons un peu la politique de côté. Et aujourd'hui, nous aurons le plaisir d'avoir avec nous une activiste, mais pas politique, mais plutôt dans le domaine de l'environnement. Une jeune fille aussi spécialisée dans le domaine des relations publiques, la clientèle égyptienne. Donc nous allons discuter un petit peu à partir d'une perspective sociale ce soir. Environnement, clientèle égyptienne, mentalité, culture de la clientèle égyptienne. Je tiens à dire bonsoir à mademoiselle Nadine Al-Giddaoui. Bonsoir. Bonsoir. Mais bien avant, nous avons notre petite part d'actualité. Évidemment, la question de l'épave de l'avion d'Egypt Air qui s'est écrasé il y a plusieurs jours ou plusieurs semaines à présent. Et donc, il y a quand même, l'enquête est toujours en cours et ils sont toujours à la quête des boîtes noires. Voyons les détails dans ce compte rendu de Cherif Boussela. Un navire équipé d'un robot sous-marin capable de localiser et récupérer à grande profondeur les boîtes noires de l'avion d'Egypt Air qui a disparu en Méditerranée le 19 mai est arrivé jeudi en Égypte selon les autorités égyptiennes. Il est arrivé vendredi sur la zone du crash entre l'île grecque de Crète et l'Égypte, ont précisé de leur côté les enquêteurs français. L'Airbus A320 reliant Paris au Caire s'est abîmé en mer le 19 mai avec 66 occupants, dont 40 Égyptiens et 15 Français, après avoir soudainement disparu des écrans radars pour des raisons encore indéterminées. Un bâtiment de la marine française, le Laplace, avait détecté le 1er juin le signal d'une des boîtes noires entre la Crète et la côte nord de l'Égypte. Le John Lethbridge, un bateau de la compagnie française Deep Ocean Search, spécialement équipé pour localiser et remonter à la surface les deux enregistreurs de vol, est arrivé jeudi dans le port d'Alexandrie, dans le nord de l'Égypte, selon un communiqué du ministère égyptien de l'aviation civile. Les enquêteurs égyptiens et leurs homologues français du bureau d'enquête et d'analyse embarqueront à son bord, accompagnés d'experts de la compagnie Airbus, et le navire repartira en direction de la zone des recherches à quelques 290 km au nord de la côte égyptienne, a indiqué une source proche de l'enquête. Les recherches se poursuivent pour essayer de recevoir le signal de la balise et de l'autre enregistreur, a précisé M. Jouti. Les boîtes noires ont une durée d'émission en immersion d'environ un mois. Pour l'instant, un bon espoir d'arriver à les localiser pendant la période d'émission de ces balises. Mais oui, il faut faire vite, a ajouté le directeur du BEA. À présent, place à l'environnement et nous retrouvons mademoiselle Nadine Al-Giddaoui. Bonsoir. Bonsoir. Nadine Al-Giddaoui, vous avez des activités sociales portant notamment sur l'environnement dans un quartier résidentiel du Caire, le quartier de Maradi. Sur quoi portent vos activités? Alors, tout d'abord, j'ai commencé ces activités avec la mère de mon amie, Nadine Azmi. Elle est la vice-présidente d'une organisation. Et généralement, ça porte sur tout ce qui n'est pas licencié à Maradi. Donc, on reporte chez le président du Haï. Du quartier. Du quartier. Et on dit que ce n'est pas licencié, donc vous devez le fermer. Donc, mais moi, mon rôle dans cette organisation, c'est d'aller aux événements, nos événements, et faire sur les réseaux sociaux, par exemple, si on a un événement, donc je prends des photos
c'est un peu direct sur les réseaux sociaux. Je partage tous les photos et les vidéos sur les réseaux sociaux. Vous faites ça au sein de cette organisation chargée de faire attention à l'environnement ou c'est votre travail professionnel? Non, non, ce n'est pas mon travail professionnel. Ah, c'est l'autre, parce qu'on oui. a deux aspects à discuter avec vous. Très bien. Donc, encore une fois, vous devez reporter tout ce qui est en frein à la loi, tout ce qui n'est pas licencié. Qu'est-ce que vous avez vu dans ce quartier? Beaucoup de choses. Alors, on a une équipe dans cette organisation. Et aussi, il y a des résidents du Maadi qui, par exemple, ils prennent des photos et les envoient à Nadine Azmi, la vice-présidente, et elle reporte tout au président du quartier. Et alors, est-ce que vraiment il a pris des démarches importantes et concrètes? Oui. Alors, qu'est-ce qui a été résolu? Quel était le problème et qu'est-ce qu'il a fait? Bon, alors, il y a beaucoup de cafés qui sont ouverts dans des parties résidentielles à Maadi. Et donc, quand on lui dit qu'il y a, par exemple, n'importe quel café, quelle rue, donc il dit alors je vais prendre des mesures et finalement on fait quelque chose. Qu'est-ce qu'ils font? C'est-à-dire ils ferment le café? Oui. Mais est-ce que le café réouvre après ça? S'il a une licence. Donc, et s'il n'a pas le permis, non, il ne peut pas réouvrir. Non. Parce qu'il y en a qui réouvrent une fois que les responsables sont partis. Ah, non. À part ça, le Maadi est un quartier résidentiel calme et très vert aussi. Au niveau de l'environnement, au niveau de la verdure, est-ce que vous avez fait face à des problèmes en ce qui concerne la sauvegarde de la verdure? Oui, bon alors Nadine avec son équipe, elle a commencé à mettre des poubelles dans les rues pour que les gens puissent jeter leurs poubelles. Et ils ont commencé à faire beaucoup des activités. Par exemple, ils ont cultivé des jardins là-bas. Je ne me rappelle pas du nom de la rue, mais ils ont cultivé des jardins. Ils prennent soin de l'environnement en général à Maadi. Et pourquoi est-ce que vous avez décidé de travailler avec eux? Parce que j'ai commencé... Bon, j'aime faire des activités sociales. C'est premièrement. Deuxièmement, parce que mon amie, elle m'a dit de les joindre. Donc, je dis pourquoi pas. Et vous devez forcément être un habitant du quartier de Maadi? Non. Ah. Non. Mais est-ce que vous travaillez uniquement sur le quartier de Maadi? Oui, il voulait... bon, toute l'équipe, il voulait faire quelque chose à Mohandessine et à Zamalek. Mais on doit prendre soin du Maadi parce que c'est un peu petit que les autres quartiers. Et peut-être un jour, on va développer d'autres quartiers. Mais maintenant, c'est Maadi seulement. Oui, parce que je sais que Zamalek, ils ont quand même une équipe qui prend soin de Zamalek parce qu'il faut que les organisations non gouvernementales quand même coopèrent avec tout ce qui est gouvernemental. Sinon, les choses ne vont pas vraiment avancer. Et il y a les gardiens de Zamalek qui travaillent pour Zamalek, donc reste à faire cela pour les autres quartiers, même les moins favorisés. Est-ce que vous pensez qu'un jour vous pouvez travailler sur les bidonvilles ou les quartiers les moins favorisés? Pourquoi pas? Je peux leur dire, mais oui, pourquoi pas? Mais on doit, les quartiers, Maadi est un quartier très vif, donc je crois que c'est important de prendre soin des quartiers vifs et ensuite aller dans les bidonvilles et les quartiers les moins favorisés. Okay. Il y avait aussi des coopérations qui étaient avec notre organisation et celle de Zamalek. Il y avait beaucoup de coopérations. Ils viennent aussi dans tous nos événements. Donc, il y a des coopérations. Et quel genre d'événements vous tenez quant à ce propos? Je me rappelle... au mois de mars, je crois, ou février, il y avait un événement qui s'appelait Run for Maadi. C'était avec
notre organisation est une organisation sportive. Et on a couru dans Maïdi, dans les rues de Maïdi, et ensuite on est allé pour prendre du café après. Donc c'était un événement pour faire c'était un événement de la charité, je peux dire. Donc, est-ce que vous avez d'autres événements pour collecter de l'argent, pour faire des actes de charité? Peut-être on va avoir des événements dans le futur. Mais maintenant, non. Outre les cafés, parce que ça c'est un problème auquel toute la ville du Caire a fait face, surtout après la Révolution, il y avait quand même une période de laisser-aller, il y avait énormément de cafés qui ont ouvert dans les différents quartiers. Et justement, les autorités ont beaucoup fait pour limiter ces quartiers et pour les fermer, mais il y en a qui réouvrent à l'insu des autorités, d'autres qui se débrouillent pour ne pas fermer. Est-ce qu'il y a d'autres problèmes concernant l'environnement du quartier? Le problème des cafés, c'est le problème dominant à Maïdi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des maisons ou des appartements qui ne les utilisent pas. Donc, ils veulent les réutiliser. Pourquoi faire, par exemple, pour ouvrir des cafés, par exemple. Les problèmes les plus dominants à Maïdi. Et aussi, il y a des gens qui prennent les trottoirs des rues et faire des jardins pour eux seulement. Donc, c'est un autre problème aussi à Maïdi. Donc, en général, c'est un problème qui est environnemental seulement. La lutte contre des problèmes environnementaux. Et au niveau de la sécurité du quartier? Non, la sécurité, c'est bon. Il n'y a pas de problème parce qu'il y a beaucoup des ambassades aussi à Maïdi. Donc, on a le problème de sécurité. Non, il n'y a pas un problème de sécurité. C'est seulement un problème environnemental. Nadine Gueddaoui, vous, dans votre vie professionnelle, vous travaillez dans le domaine des relations publiques et vous avez trait à la clientèle en Égypte. Si nous abordons le sujet à partir de questions égyptiennes, quels sont les problèmes majeurs de la clientèle égyptienne? Le problème ici en Égypte, c'est qu'on suit la mode, d'accord, avec l'explosion des réseaux sociaux. C'est un grand problème pour nous parce que toute la clientèle, ils veulent suivre la mode, ce qui est sur les réseaux sociaux. Donc, on doit faire... Qu'est-ce que vous entendez par mode? Quelle mode? N'importe quel des événements, par exemple, les blogueurs sur les réseaux sociaux, par exemple. Si on fait un événement pour un client, par exemple, on doit faire l'événement qui, sous la forme d'une, par exemple, qui se ressemble à un événement qui s'est passé, par exemple, en Amérique ou en France. C'est parce que les réseaux sociaux, ils ont... si on suit les réseaux sociaux, on a la tendance par exemple, ça me plaît, et ça me plaît, et ça me plaît, je veux ça dans mon événement, par exemple. Donc, notre agence, on doit faire plaisir aux clients et on doit faire tout ce qu'ils veulent. Mais, par exemple, dans des cas, on ne peut pas faire, par exemple, quelque chose parce que on n'a pas la capacité en Égypte de faire n'importe quel événement. Donc, c'est un peu difficile pour nous de plaire aux clients et aussi de suivre la mode. Chaque société a sa culture, chaque société a sa mentalité, a sa façon de voir les choses. Donc, outre le fait de vouloir parfois imiter certains événements, est-ce que vous trouvez que est-ce que vous avez les outils dont vous vous servez pour convaincre la clientèle égyptienne? Non, je ne comprends pas la question. C'est-à-dire, chaque société a sa mentalité, a sa culture, donc a sa façon de convaincre
quand on discute avec les gens, est-ce que les Égyptiens ont quand même leur façon, c'est-à-dire les outils dont vous vous servez pour les convaincre? Ah, d'accord. Bon, dans notre domaine des relations publiques, c'est-à-dire notre rôle, c'est de convaincre les clients. Oui. Quelle est la différence que vous pouvez marquer entre la mentalité de la clientèle égyptienne et la clientèle, disons, européenne ou américaine? Bon, il y a bien sûr une différence entre la mentalité égyptienne et n'importe quelle autre mentalité. Parce qu'en Égypte, ici, dans les 4 dernières années, on a commencé à suivre les réseaux sociaux et tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Donc, par exemple, toute notre clientèle, ils veulent faire dans leurs événements tout ce qui se passe, par exemple, en Europe ou en Amérique. Même si on n'a pas les moyens ou même si ce n'est pas faisable. Oui. OK. Mais donc, on essaie de les convaincre que non, ce n'est pas faisable, mais on peut faire quelque chose d'autre, que ça sera aussi beau. Mais ce n'est pas faisable en Égypte, par exemple. Je pense qu'il y a là une part de psychologie. Il faut d'abord essayer de comprendre très rapidement le caractère de la personne qu'on a devant soi, l'analyser, c'est ça? Oui, parce que chaque client, il a son caractère, sa mentalité. Donc, on doit savoir comment pense notre client pour savoir comment on doit le convaincre, par exemple. Quelles sont les nationalités que vous avez rencontrées durant votre carrière? Bon, alors, il y avait des Américains, des Libanais, des Arabes, des Canadiens, des Français. Donc, Et avant d'avoir un entretien avec chacune de ces nationalités, chaque personne, comment est-ce que vous vous préparez avant? D'accord. Bon, alors, on fait comme une présentation pour eux. Qu'est-ce qu'on doit faire, par exemple. Mais quand ils nous appellent, par exemple, ils savent qu'est-ce qu'on fait. Donc, ils nous disent, par exemple, on veut ça et ça et ça. Donc, non, pour vous préparer avant la rencontre, est-ce que le fait de connaître la nationalité de la personne joue dans vos décisions? Bien sûr, parce que, par exemple, on a des Français et donc on peut avoir des membres de notre équipe qui savent parler le français. Donc, par exemple, si notre client est français, alors il va aller, par exemple, pour pouvoir parler. C'est juste la langue ou la mentalité et la compréhension? Il y a aussi, non, la mentalité aussi joue parce qu'il y a des gens dans notre équipe, des membres dans notre équipe qui savent, par exemple, comment on doit les convaincre. Donc, s'ils savent, si leur mentalité est proche, donc ça va être plus facile pour nous et pour eux. Pour revenir un petit peu à ces questions égyptiennes à partir de la perspective clientèle, quelles sont les demandes de la clientèle égyptienne? À quoi la clientèle égyptienne s'attend? Bon, il s'attend à avoir une bonne réputation. Donc, par exemple, quand ils viennent et nous disent on veut ça et ça et ça, ils attendent que le résultat soit que, par exemple, tous les gens doivent parler à propos de nous. Et tous les gens doivent savoir qui nous sommes, par exemple. Le boom. Oui, le boom. Donc, c'est ça. Et les autres, c'est pas ça. C'est-à-dire, je pense que cette demande pourrait être soumise par les autres, non? Oui, tous les autres. Aussi, c'est-à-dire que ce n'est pas propre seulement aux Égyptiens. Oui, tous les autres. Mais ici en Égypte, parce qu'il y a, comme vous avez dit, le boom de réseaux sociaux. Donc, c'est quelque chose de nouvel. Et nous, les Égyptiens, on aime ce qui est nouvel. Donc, si par exemple, un client, il vient et nous dit je veux n'importe quel événement, il s'attend à voir que tout le monde parle à propos de cet événement sur les réseaux sociaux, par exemple, ou sur la télé, par exemple. Donc, c'est ça.
Outre les demandes avancées par la clientèle égyptienne, est-ce que parmi les éléments que vous avancez durant la rencontre ou que vous proposez, vous vous dites non, cette personne est égyptienne, je vais lui proposer de faire ça et ça et ça, cette personne est canadienne, je vais lui proposer de faire ça parce que ce que je lui propose va plus avec sa mentalité, ou c'est toujours c'est standard? C'est pas standard parce que chaque client, il a ses demandes. Donc, notre rôle, c'est d'appliquer ces demandes dans la réalité. Ah, donc, c'est la personne qui avance les demandes. Oui, bien Est-ce sûr. que la part de ce que nous avons, le fait d'être une société conservatrice, est-ce que ça joue un petit peu? Oui, bien sûr, parce que ça joue, par exemple, si on partage des photos, par exemple, on doit être très spécifique quelle photo doit être partagée. On doit aussi, par exemple, être très vigilant en choisissant les clients, les événements, les lieux où nos événements, par exemple, ont lieu. Donc, ça joue, bien sûr, parce que chaque pays a sa culture, sa mentalité. Donc, on doit quand même suivre. Si aussi on n'est pas conservateur comme la majorité de la société, mais on doit aussi être un peu vigilant. Oui. À votre avis, si je vous demande de me chiffrer le taux de recours des internautes égyptiens aux réseaux sociaux, c'est-à-dire comment chiffrez-vous le taux des Égyptiens ayant recours aux réseaux sociaux? Tous les Égyptiens? Oui, à peu près le taux d'utilisation des réseaux sociaux. Est-ce que c'est seulement les riches qui ont les moyens? Est-ce que c'est la majorité de la société? À votre avis, est-ce que les Égyptiens ont recours aux réseaux sociaux plus que les autres? Bon, alors avant, c'était les gens qui ont par exemple, les plus riches, les plus favorisés, qui avaient recours aux réseaux sociaux. Mais maintenant, non, il y a toutes les classes sociales, ils ont recours aux réseaux sociaux. Les moins favorisés, les plus favorisés, ça a commencé à être répandu partout. Donc, à votre avis, combien % des Égyptiens ont recours aux réseaux sociaux? 80? 80? Oui, 80%. Donc, parmi ces 80, il y a des gens qui consacrent une somme énorme à l'Internet, alors qu'ils n'ont peut-être pas les moyens. Et donc, pour eux, c'est une priorité. Bien sûr, parce que si vous voyez, toutes les agences maintenant en Égypte, ils ont un département pour les réseaux sociaux. Il y a des gens qui viennent pour avoir un travail dans le département des réseaux sociaux. Donc, non, c'est un business, comme on peut dire, qui est apparu il y a 4 années, par exemple. Et ça commence à être répandu partout en Égypte et dans le monde entier. Donc, c'est ça. Et avant, comment se passait votre domaine, le travail dans votre domaine, le domaine des relations publiques? Avant la propagation, ce boom des réseaux sociaux, comment est-ce que des gens comme vous travaillaient? On avait les magasins, les journaux, on avait la Les télé. magazines? Oui, les magazines. Ah. Donc, il y avait les magazines, c'était un outil qui est très répandu avant de cette propagation des réseaux sociaux. Donc, on dépendait beaucoup sur les magazines et la télé, les journaux aussi. Et à votre avis, au niveau de la vitesse, c'est vrai qu'avant, il n'y avait pas les réseaux sociaux et l'Internet, mais les gens étaient peut-être plus à la maison, lisaient beaucoup plus. Donc, à votre avis, est-ce qu'à présent, les gens connaissent plus les événements à travers les réseaux sociaux, ou c'était auparavant, à travers les magazines et les journaux? Chaque période, les gens s'habituaient à quelque chose. Donc, avant, on s'habituait à lire, par exemple, à propos de n'importe quel événement, des journaux et des magazines.
Mais maintenant, avec la propagation des réseaux sociaux, et parce que c'est aussi n'importe qui peut, par exemple, avoir accès à n'importe quel réseau social, c'est plus vite pour eux de savoir à nos événements plus qu'avant. Est-ce qu'à présent, parce que vous étiez étudiante quand même il y a pas beaucoup d'années, quoi. Donc, est-ce que les réseaux sociaux sont incorporés dans vos études? Oui, avant, on avait des groupes sur Facebook et tout ça, sur tous les réseaux sociaux avec nos professeurs. On discutait à propos des examens, par exemple. Si, par exemple, une de nos élèves avait une question, donc par mail ou à travers les réseaux sociaux, on demande nos questions. C'est plus vite. Non, je veux dire, est-ce qu'on vous enseigne comment recourir aux réseaux sociaux pour votre travail? Non, pas Non? nécessairement, parce qu'on avait la culture d'utiliser n'importe quoi et on va savoir comment on l'utilise. Donc, on n'avait pas cette... Eh bien, Nadine Gueddaoui, vous êtes activiste dans le domaine de l'environnement et aussi vous êtes spécialiste de relations publiques et de clientèle. Donc, c'était un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Merci. On vous souhaite beaucoup de succès. Merci. Eh bien, merci de nous avoir suivis. Très bonne fin de soirée à tous et à la prochaine.